Bonjour à tous, ici MangaAnimeFan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Yes, le bilan du mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour ça. Désolé d'être moins actif côté unboxing, côté autre. On dirait que je cherche encore quoi faire, on dirait que je cherche mon concept, que je cherche de quoi, mais les bilans sont là parce que j'aime vous parler de mes lectures du mois. Et à partir de maintenant, je vais les faire par éditeur, par maison d'édition. Je regroupe certaines maisons d'édition, vous allez le voir parce que c'est des maisons sœurs qui cohabitent de base, donc voilà. Mais sinon, c'est comme ça. Je vais y aller par maison d'édition et par mes lectures de cette maison d'édition-là du mois. Ce qui va un peu aider, et vous allez voir, j'ai fait des petites tranches que vous allez voir passer pour dire genre « Cana, ouh, et tout. Mais bon, sans plus tarder, abonne-toi, like, commente si t'aimes ça. Il y a des bonnes chances que je vais mettre à jour avec la France très bientôt parce que j'ai un site qu'on m'a référé, d'un de vous d'ailleurs, champion, qui me permet d'avoir du stock à prix un petit peu moins cher qu'au Québec, tout aussi légal, et qui fait juste en sorte que le stock qui sort présentement en France, je peux l'avoir la semaine prochaine, sans vraiment de frais de plus. Donc, pour moi, c'est un plus, et c'est ça. Donc, sans plus tarder, on passe à la première maison d'édition ce mois-ci, c'est bien sûr Kana, l'édition Kana. J'y vais par ordre de j'ai lu le plus de tomes jusqu'à j'ai lu le moins de tomes de la maison d'édition, au lieu de faire l'inverse, ça pourrait être le fun, mais non. Et chez Kana, ce mois-ci, j'ai lu pas moins de 9 tomes. J'ai lu 9 tomes chez les éditions Kana. Je vais vous en parler maintenant, donc c'est parti avec le premier tome, Boruto, c'est fait, on n'en parle pas. Non, je rigole. Boruto tome 15, l'anime vient d'arriver exactement là. C'est un tome de blabla, c'est du blabla no jutsu à 2000 balles. Ça arrête jamais, c'est comme oh, ce personnage est vraiment intriguant et vraiment très puissant, donc il va falloir l'arrêter et penser à faire cela. Puis là, 2 chapitres plus loin, t'as le personnage lui-même qui fait genre, je suis vraiment puissant et je devrais penser à faire cela. T'es comme, non, mais arrête de parler! Dans Naruto, il y a pas autant de dialogue. Et dans Naruto, il y a du fun, le monde parle avec leurs poings. Dans Boruto, le monde parle. Mais on a quelques petites séquences, le fun et agréable, mais sans plus. Sinon, l'histoire avance, on rencontre Code, on rencontre Aida, et c'est ça. C'est la vie, ça finit là, mon ami. Ensuite, on parle du tome 8 de Undead Unluck. Undead Unluck, on reprend avec Summer, qui continue d'être l'ennemi à abattre. Et on a des belles révélations. On a un personnage qui va donner sa vie pour être ressuscité. C'est bien pensé. C'est une bonne alternative, une bonne idée. Et le combat reste vraiment passionnant. Les dessins restent splendides. C'est le style de l'auteur. Une fois qu'on s'y est habitué, c'est le fun à lire. Et on va finir l'arc de Summer pour s'en aller avec Fuko qui se fait... qui join le Under en mode genre... Je vais aller les aider. Ok, c'est cool. Et on s'en va vers l'arc de Spring, tranquillement pas vite. C'est encore du beau petit bonbon. On se dirige un petit pas vers la fin de ça, vers le Ragnarok et vers l'arc qu'on est en ce moment. Je dirais l'arc final, mais l'auteur a une twist de me dire que c'est pas l'arc final. Je suis sûr. Donc voilà. Sinon, j'ai lu le tome 14 de Gamaran, le tome ultime. On continue un petit peu le tournoi, on tombe au second stage. On apprend c'est quoi qu'il va falloir faire dans le second stage de ce tournoi. Et on va voir nos différents protagonistes un petit peu. Pas tant de combats dans ce tome-ci, mais ça reste sympathique. On a un combat vraiment intéressant avec un de nos méchants des tomes précédents qui va se manger une dérouillée face à cette femme. Vraiment intensément puissante. Et ça reste le fun à lire. Gamaran reste une de mes lectures favorites, même si je sens moins d'impact que dans l'ancienne série mère, Gamaran tout court, où je sentais un impact à chaque tome, puis je me disais, oh mon dieu, ça s'en va vers où? Puis paf, ça finit. Mais bon, on continuera d'en parler au fur et à mesure. J'ai aussi lu l'avant-dernier tome de Gintama. Oh yeah. Oh yeah. J'ai déjà hâte de lire le dernier tome. Canon l'ont annoncé, c'est un 360 pages, il va vous coûter plus cher, il va avoir de la brillance sur la jaquette. Un poster, je suis comme, c'est bon, prenez mon argent! Mais Gintama ici se poursuit dans son arc final.
c'est dur de résumer ce qui se passe parce qu'on a quelqu'un qui subit du supplice. On revoit Shinpachi, on revoit un petit peu de Kagura. Gin va les revoir un peu, mais pas trop. C'est comme vraiment agréable sans l'être. Éventuellement, Kondo va sauver le monde avec son armée de gorilles involontairement. C'est Gintama. Je peux rien dire de plus. Si vous l'avez pas écouté et que vous l'avez pas lu, lisez Gintama. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Par la suite, j'ai lu le tome 26 de Fire Force. On avance tranquillement pas vite vers la fin, toujours. Hein? Tome 34 est encore loin, mais on se rapproche. Ish. Et on va avoir un pilier qui va apparaître encore une fois, et c'est l'ancien chef de la brigade de lui, hein? De Zenmaru, je pense. Shinmon Benimaru. Hein? J'ai fait un mélange de ces noms. Et il va se battre contre son ancien capitaine, qui l'avait pris comme enfant d'une certaine façon. Et ben, on va voir leur flashback. C'est très bien amené, c'est bien fait, et le combat va être quand même assez intense et le fun. Et à la fin, on va voir le frère de notre héros qui va essayer d'en apprendre plus sur sa naissance et sur sa mère et son père. Et c'est là qu'on commence un petit peu un arc du passé et je trouve ça prenant et intéressant. J'ai déjà hâte de lire la suite. Cet arc est très intéressant pour l'instant. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Tongenanki. C'est ultra cliché comme les autres tomes. on commence le tome par les révélations différentes de oh non, mais le héros et son nouveau meilleur ami, finalement, c'est des traîtres. Oh non, il s'est fait backstabber. Oh. Là, t'es comme, ouais, c'était prévu depuis longtemps, j'attendais que ça arrive. Puis là, ben, ça arrive, puis là, ben, c'est du blablabla, blablabla. Et éventuellement, la dernière partie du tome, c'est le début des affrontements, et les affrontements sont totalement sublimes. On voit notre personnage qui utilise la colère pour sortir des armes va utiliser sa colère ultime et sortir des ailes. Je suis comme wow! Wow! Et il va se battre et réussir à gagner d'une certaine façon contre le Momotaro. Et ben c'est ça qu'on a dans ce tome-ci. Les autres combats seront dans le prochain tome. C'était pas important dans ce tome-ci. Un bon tome quand même. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 43 de Détective Conan. Ce n'est pas le tome 42. Ça, c'est de loin de là. On continue avec des petites enquêtes insignifiantes dans ce tome-ci. Je trouve qu'ils ont vraiment été un petit peu lourdes, beaucoup plus japonaises ce coup-ci. Ça m'a déplu, ça m'a un petit peu fait comme ouch. Et ben c'est ça. C'est pas plus intéressant qu'il faut. Et on finit avec une enquête au baseball, qui est la meilleure enquête qu'il y a dans le tome. Mais elle est pas finie. Et j'ai hâte de voir comment elle se finit. Il va falloir que j'achète le tome 44 éventuellement. J'ai aussi lu le tome 5 de The Elusive Samurai. Tome 5 m'a perdu beaucoup. Comment dire? J'étais habitué avec Kingdom d'avoir beaucoup de personnages, beaucoup de factions, puis les premiers tomes de Kingdom sont lourds pour ça. Mais là, on se ramasse dans une guerre avec d'autres personnages aussi. C'est des gens qu'on a à peine rencontrés, qu'on a croisés, qu'on a ci, qu'on a ça. Ça m'a totalement perdu dans les noms, dans les affaires, dans le pourquoi, qui est où. Oui, tout est expliqué. Oui, on a des petits diagrammes. Oui, tout est là. Mais c'était mélangeant pareil. C'est beaucoup de noms. Puis bien sûr, l'auteur a quand même encore l'idée que ces noms de personnages, quand il est présent, sont écrits genre gros comme une fourmi. Puis c'est dans un style graphique vraiment beau, mais trop petit. Et ça me déplaît. Donc voilà. Et sinon, pour finir, chez Kana, j'ai lu le tome 7 de Bucket List of the Dead. Un tome sympathique quand même. Nos héros qui vont finir par faire un marathon de genre 240 km pour se rendre dans un hôtel à intelligence artificielle et avoir tout gratuit pour que les filles se fassent kidnapper par un scientifique fou qui veut essayer de ramener l'âme de son ancienne petite amie dans le corps d'une des deux filles. J'étais comme, mais c'est donc ben intense. Et pour finir avec un ours zombie qui se bat contre un mecha Akira parce que Akira va contrôler un robot et buter l'ours zombie. J'étais comme, what? Mais c'était vraiment le fun à lire. Encore une fois, c'est pas une grosse lecture prenante, mais c'est le fun. Ça, c'est sûr, certain. Maintenant, on passe à la deuxième maison d'édition qui m'a vu lire 6 tomes et on parle bien sûr de Ki-un. Ki-un m'a vu finir Barrage.
J'ai fini le tome 2 sur 2 de barrage. Et que dire de barrage? L'auteur a voulu mettre des choses en place. Alors, Ricochet a essayé. Tu vois où ça s'en va. Puis t'es comme, j'espère que le combat final va valoir la peine. Non, le combat avant final, le combat du demi-boss, vaut quand même la peine, dure une très grande partie du tome. Et tout d'un coup, t'arrives au combat final, puis il dure genre 8 pages. Puis t'es comme... Mais c'était censé être contre genre l'ancien meilleur ami du personnage et what? Puis là, d'un coup, l'œuvre est finie. Puis t'es comme, non. Tu sais, les dessins restent le fun. Mais c'est décevant comment tout va vite. Oui, c'est une série cancellée. C'est comprenable. Mais c'est ce qui m'a déplu. Sinon, j'ai lu le tome 5 de Ranking of Kings. Un tome 5, encore une fois intéressant, parce qu'on continue d'approcher vers la théorie du traître du roi, qui essaie de tuer sa femme, dans le corps de son fils. Son fils qui essaie de reprendre, puis qui réussit à entendre sa mère en étant en dedans de son corps. C'est bizarre, mais je l'accepte. On a un petit peu de budgie vers la fin du tome juste pour dire que le monde sont comme, j'ai confiance que Budgie, il va réussir à sauver la situation. C'est comme, ouais, le petit pain sourd et muet. Ouais, j'y crois. Ça reste une lecture vraiment agréable, ça se lit vite, c'est bien. J'ai rien à en dire. Ensuite, on a le tome 17 de Jujutsu Kaisen, que j'ai lu. On arrive ici à la fin d'un petit arc, et on part l'arc suivant. Donc, on a beaucoup de mise en place dans ce tome-ci. Un tome lourd en dialogue. Ça parle et ça explique. C'est des règles par-dessus des règles. Le jeu qui s'en vient est vraiment la traque meurtrière. Très intéressant où on est rendu dans le manga. À ce moment-là, vraiment dur à expliquer et vraiment dur à lire. Donc, c'est quelque chose. Et après ça, on se ramasse avec le bout où Maki domine tout le monde et va vraiment être intense. C'est les meilleurs chapitres qu'il y a à ce moment-là. C'est des chapitres d'action. Et on se rend compte à quel point elle évolue. Et ces combats sont magnifiques. Mais ça fait juste aider à mettre en place. Puis plus que j'avance à jour, puis que je relis, plus je me dis, l'auteur avait placé ce petit hint-là, a dit ça, a fait ci. Fait que c'est quand même encore très intéressant de ce côté-là. J'ai aussi lu le tome 14 de Valkyrie Apocalypse. On commence un nouveau combat. Nos deux ennemis sont ici. Je ne m'attendais pas pantoute à ça. Comme combat, donc on a le roi des enfers qui va affronter le premier empereur de Chine. J'étais comme, what? C'est comme ça? Et le premier empereur de Chine, qu'on a d'ailleurs dans Kingdom, qui est notre Hellsay, j'ai déjà hâte de le voir rendu là. Non, tu sais, c'est pas le même, mais tu sais, on se comprend. Et j'adore son début de combat contre notre Seigneur des Enfers, qui est... je pense que c'est Beelzebub, mais c'est Hades. C'est Hades. C'est tellement cliché et simple, c'est juste Hades. Hades qui est totalement stylé et badass. Mais le premier empereur de Chine est encore plus stylé et plus badass. Donc, je trouve que le combat commence sur des bonnes bases. Je sais qu'on va avoir des tomes d'explications et tout, mais la série reste le fun. Je sais toujours jamais qui va gagner les combats et c'est ce que j'aime le plus de cette série. Donc, voilà. Sinon, j'ai lu le tome 12 des Liens du Sang. Que dire à part... C'est mon coup de cœur du mois, ça c'est clair, net, précis. Comme à chaque fois que les Liens du Sang arrivent, on continue de voir la détresse psychologique de notre personnage principal. On va le voir de plus en plus s'éloigner, essayer d'espérer que sa mère va être encore là pour lui, jusqu'à temps qu'il soit devant le tribunal avec sa mère, et que sa mère va faire genre... J'ai jamais voulu d'enfant, moi. Mais c'est le temps de péter une mère. Bye bye! On était comme... Hein? Et lui va être démoli émotionnellement. L'auteur nous le présente de magnifique façon. C'est juste des belles planches. J'ai rien à en dire. Les dernières planches du tome m'ont totalement chamboulé. Où on va voir le style de dessin devenir archaïque et totalement démoli parce que le personnage est démoli. Je ne sais pas où l'auteur s'en va avec ça. J'ai juste hâte de continuer. C'est diaboliquement bon.
Ensuite, j'ai commencé la nouveauté Soloist in a Cage, chez Kiun toujours. On finit par Kiun sur celui-là. Je me suis lancé parce que c'est une série en 3 tomes, en grand format, en grand format, et à un prix abordable. Donc, pour moi, ça valait bien sûr la peine. Et le style de dessin avait l'air agréable quand même. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, une belle soirée, va réussir à s'évader de la grosse prison de leur ville. Mais son petit frère bébé, ben, il va tomber dans la neige et ne pas s'échapper avec eux autres. Puis elle va être prise en tutelle par les 3 criminels qui sont échappés avec elle. Et elle, dans sa tête, elle se dit, un jour, je vais revenir et sauver mon frère. Et c'est ce qu'elle fera. C'est vraiment une bonne idée. On la voit revenir tranquillement pas vite. Elle va rencontrer des personnages sympathiques et nous montrer ses talents. Chloé. Et c'est des images quand même assez frappantes et marquantes des fois qu'on a. Les dessins sont juste beaux. Et ben, elle a pas retrouvé son frère. On commence à avoir des indices et j'ai hâte de voir où ça va nous mener dans le tome 2. Mais c'est vraiment bon. J'ai vraiment apprécié. Et ben, je vous dirais, lisez-le. C'est aussi simple que ça. On passe maintenant à la 3e maison d'édition que j'ai lu des œuvres ce mois-ci. Donc, on parle de Glénat. Et Glénat, j'ai lu 5 tomes ce mois-ci. Donc, les voici. 5 tomes. Je sais que j'ai oublié de vous montrer ceux de Kiun, mais 5 tomes. Et 5 tomes, pas mal tout issus du Jump-ish. Donc, on en parle de One Piece numéro 103 avec sa jaquette surbrillante pour la première édition. J'aime ça. Tome 103 qui me rappelle à quel point, oui, ok, j'avais hâte qu'on arrive au Gear 5, au Gear 5. J'avais hâte d'avancer, j'avais hâte de beaucoup de choses. Mais étrangement, je me rends compte que le build-up est lent en tabarouette. J'aime ce qui se passe. On a le combat de Kid Big Mom avec Kid et là, contre Big Mom, qui va se finir. C'est intense. J'ai hâte de le voir en animé, ça c'est clair. C'est vraiment des planches à couper le souffle. Et bien sûr, on arrive au Gear 5 qui est sur la cover en toute fin de tome de Luffy qui se fait tuer et qui revient à vie et qu'on apprend que son fruit c'était le fruit d'un dieu et tout. C'est plein de révélations, c'est vraiment le fun. Son pouvoir est vraiment atrocement le fun. J'ai rien contre le Gear 5, mais je me rappelais pas à quel point c'était lent avant de me rendre là. Le combat finit dans le tome 104. J'ai déjà hâte de relire le tome 104. Mais ça reste un bon plus à avoir de One Piece, comme d'habitude. Ensuite, on a le tome 18 de Dragon Ball Super, où on va surtout voir Bardock. En début de tome, on va en apprendre plus sur pourquoi il a laissé des gens vivre. Et ensuite, on tombe contre un autre adversaire, parce que Céréal, le Granola, c'était pas le boss final. Il y avait un autre adversaire qui faisait partie des méchants, qui va se battre, et qui est comme... Et on a droit à un combat contre beaucoup de gens, contre Granola, Goku qui va revenir un peu, Vegeta qui va aider. C'est un combat qui, pour l'instant, n'est pas le plus passionnant de l'arc, mais qui montre à quel point les Saiyans ne sont pas ce qu'ils étaient. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener dans le prochain tome, donc ça reste intéressant. Plus que Boruto, en tout cas. Sinon, j'ai aussi lu le tome 5 de Sakamoto Days. Un tome 5 qui est très bon. On a des tueurs de plus, on a des gens de plus, on a moins de Sakamoto dans ce tome-ci. Un petit peu de Shin, on va avoir un assassin qui va se battre contre lui et Shao Tanlu. Dans un magasin, c'est vraiment un très beau combat avec des planches à couper le souffle. Et Madame ici se mérite un combat à la fin contre un des tueurs aussi, avec une planche qui m'a totalement plu. C'est une belle page. Mais tu ressens tout le style design et le « je vais prendre ta vie ». Moi, Sakamoto Days reste une perle pour l'instant. J'ai aussi lu le tome 22 de Dr. Stone. Tome qui va faire une deuxième vérification globale. Donc une remise à zéro dans ce tome-ci. Après avoir eu beaucoup de moments d'action, ça fait du bien dans du Dr. Stone. Beaucoup de revirements, beaucoup de choses. Et éventuellement, Suka qui va finir par être la seule qui va redevenir dépétrifiée.
et qui va devoir être celle qui va recréer de l'élixir après avoir retrouvé tout le monde. C'est le fun de voir sa quête, c'est le fun de voir que grâce à ce qu'elle a appris, elle est capable de faire des choses et que ça lui prend 7 ans de vie pour réussir à se rendre au Senku. Ça y a pris quoi? 2 minutes et demie? Tu sais, c'est vraiment intense, mais c'est le fun. On repart sur les nouvelles bases à partir du prochain tome. On se rend plus proche de la fin. Vivement de continuer et de relire le tome 23. Sinon, j'ai lu le tome 3 de Evangelion Evangelion. Et j'ai été atrocement déplu. Ça m'a déplu. Parce que beaucoup d'Evangelion. Moi, je m'attendais à des combats contre des anges. Je m'attendais à ce que ça brasse, ça arrête pas. Mais non, c'est beaucoup de... Non, mais je t'aime. Non, mais elle aime quelqu'un d'autre. Ah, j'aime lui. Ah, je suis comme... C'est une rom-com? What the... What? Avec des hints de ultra sérieux. On se rend compte qu'il y a l'ange original, Adam, qui est enfermé au sous-sol. Tu sais, il y a comme des hints. Puis l'ange est vraiment stylé. Mais, je suis comme... C'est quoi ça? Pourquoi on a des hints ultra sérieux, mais que le reste, c'est comme une comédie romantique? Puis qu'éventuellement, on rencontre comme le meilleur ami de notre héros, qui est comme, oh, cette fille-là m'énerve, puis là, cette fille-là l'énerve. Puis t'es comme, ah ben, ils vont se rapprocher un petit peu, puis au moment qu'il va lui dire, prépare-moi de quoi, je reviens demain, ah, il va mourir parce que c'est lui le 4e enfant, puis il va mourir! Et comme de fait, c'est ce qui arrive, c'est ultra cliché, c'est vraiment une fin catastrophiquement cliché. Ça m'a déplu comme fin, même si c'était les seuls moments d'action et que c'était le fun d'avoir des panels de robots qui se battent. J'étais comme, c'était évident. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, voilà. Par la suite, on passe à la prochaine maison d'édition, Panini Manga, avec 2 tomes, le tome 2 et 3 de City Hunter. Donc, quoi dire sur City Hunter? C'est toujours des petites histoires, c'est toujours des enquêtes, des petites résolutions où notre héros Ryo va surtout s'occuper de la jante féminine. Et étrangement, on les poursuit dans le tome 2 et dans le 3. Et j'adhère vraiment au style de l'œuvre. J'ai pas de problème avec. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai déjà hâte de continuer. J'espère qu'il y a peut-être du plus sérieux plus tard, mais même à ça, les arcs qu'on a ici sont passionnants. Les dessins restent totalement, pour moi, beaux et majestueux. Oui, les jokes d'envie sexuelle sont un petit peu déviantes, mais sinon, un must. Je suis content de l'avoir enfin commencé. Donc, voilà. Par la suite, on pense encore aux plus petites lectures, moins de lectures par maison d'édition. Donc, on y va avec Crunchyroll et 2 mangas encore. Donc, 2 mangas. C'est simple. Donc, j'ai lu le tome 11 de Mashle. Oh yeah! Donc, la lecture. Vraiment le fun. Mashle reste totalement solide. Son combat est prenant, surtout sachant où ça s'en va maintenant. Donc, son combat est vraiment intense. Il va se battre à sa façon. C'est de l'imagination. L'auteur s'amuse. Les mini-histoires avec la fille du ring entre les chapitres. C'est comme, c'est quoi ça? C'est donc bien hilarant. Et on va finir surtout sur une pluie de points, hommage à Jojo. Pour ensuite enchaîner sur un autre combat contre le grand méchant qui fait genre, attends, mon fils numéro 1, c'est le plus fort. Puis là, le combat commence, t'es comme, oh, c'est intéressant. J'ai déjà hâte de continuer. Donc voilà, c'est ce qui arrive pour ma chose. Sinon, j'ai fini aussi Time Paradox Ghostwriter. Tome 2, qui est la fin de la série. À comparer de Barrage, qui a eu une fin prématurée, lui aussi a eu une fin prématurée. Et mon Dieu, l'histoire se tient et est vraiment passionnante. Sincèrement, on arrive, il faut qu'il la sauve de sa mort future, elle, et il sait pas comment faire. Éventuellement, il va se ramasser paralysé dans le temps par une entité, c'est bizarre, et il va travailler son manuscrit jusqu'à temps qu'il trouve des histoires ultra passionnantes pour lui sauver la vie à elle. Et je trouve que c'est tellement une bonne idée que, tu sais, il va passer des années, et la série finit, t'es comme, ah, il l'a sauvé. Mais après ça, t'as un beau chapitre bonus, qui était pas publié dans le job, qui fait juste nous montrer le futur. Et j'ai eu un petit frisson de, ok, wow. Les auteurs savaient comment écrire. Ça a juste pas bien été accueilli dans le job, mais
J'espère les revoir parce que c'était clairement un bon duo. Par la suite, on passe au manga chez Nobinobi et Pika, parce que c'est la même bannière. Donc, on retrouve 2 tomes grâce à cette bannière. Donc, on commence par le tome 17 de Shine. C'est Shine, hein? On continue le défilé de la FMM, de la TGC. Et c'est vraiment hot. Surtout quand Charlotte décide qu'elle va sur le stage pour se battre contre notre héroïne. Et de la voir genre en mode yo, je m'en viens, regarde-moi bien marcher. Les planches étaient à couper le souffle, j'étais ébahi, je suis vraiment satisfait, j'ai rien à redire. Shine 17 était le fun. Oui, on tombe dans un mode de vente à la fin du tome où t'espères que notre héros va faire des belles ventes et tout, mais ça reste totalement le fun. Ouais. Ça, c'est sûr. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 20 de Yona, Princesse de l'Aube. Un tome qui m'a un peu déçu. Yona kidnappée avec Lily, elle va essayer de s'échapper. Éventuellement, Sun-woo, c'est son nom, Soo-woon, il va essayer de la libérer sans savoir qu'elle est là. Il va parler avec Hawk à travers un mur. Hawk va faire genre, qu'est-ce que Soo-woon fait là? Et Soo-woon va le genre, ah, ok, rapide. Hawk va revoir son grand-père. Il y a un peu d'action en fin de tome. C'est quand même intéressant, mais l'auteur nous met ça d'une touche un petit peu trop simple. Fait que ça m'a déplu un peu pour ça. Mais sinon, ça reste une belle lecture. Ça reste le fun. Ça reste Yona. Mais c'est ça. Maintenant, on passe à la maison d'édition Delcourt Tonkam Soleil avec 2 tomes. Donc, on retrouve tout d'abord le tome 2 de Witchwatch. Vraiment, j'ai été agréablement surpris parce que Witchwatch continue de créer son petit cast de caractère et continue de personnages et de petites situations farfelues. Il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant, mais on dirait que je développe une personnalité, une amitié avec chacun des petits personnages. Je suis comme, ah, c'est sympathique. La fille qui se transforme en chat. Ah, c'est sympathique. L'arbre qui est censé te rendre amoureux. Ah, c'est sympathique. Tu sais, je suis comme, tout est sympathique. Tout est le fun. Les dessins restent toujours le fun et agréable. Et j'ai déjà hâte de continuer à lire Witchwatch. Sinon, j'ai aussi lu le tome 4 de Ayakashi Triangle. Un tome 4 un peu plus lourd à lire. J'ai eu moins de fun, étrangement, parce que on dirait que l'auteur essaie de mettre en place des choses. Oui, il y a eu une belle twist qui a été mise sur le personnage féminin, mais sans plus. Ça va pas tant de nulle part, mais un peu. Puis après ça, on a des chapitres qui servent absolument à rien. Après avoir eu des chapitres vraiment beaux et le fun. Ça m'a déplu, sans me déplaire, vous comprenez? Que dire de plus sur Ayakashi Triangle? Maintenant, on passe aux maisons d'édition où je n'ai lu qu'un seul tome. Donc, on parle de Agatha avec le dernier tome de Orange. Enfin, c'est la fin selon l'auteur. Et que dire à part, mon Dieu, j'avais lu les 5 premiers tomes et il m'était dit, c'était une belle fin. Au 6e tome, j'ai fait, ouais, c'est un petit bonus de plus. Et au 7e tome, j'ai fait, hein? C'est donc bien parfait comme fin! On a vraiment une fin, une finalité dans ce tome-ci. Sur tous les personnages, on en apprend plus, on est là. J'étais comme, c'est beau, c'est exactement ce que je recherchais d'Orange. Les lettres du futur, toutes rentrent en connexion. Et on finit bien sûr dans le futur et avec un chapitre bonus qui est la seule chose qui m'a déplu avec son autre œuvre, Dreaming Sun. Parce que quand tu connais pas les personnages, j'étais comme, ouais, ça sert à rien. Mais sinon, waouh! Wow. Ce tome 7 valait la peine d'exister. Maintenant, on va du côté de Mangetsu avec le tome 12 de Awashi. Donc, Mangetsu continue Awashi. On a ici la mise en place d'un match. Beaucoup d'entraînement. L'entraînement est, encore une fois, prenant. Awashi reste bon dans sa façon de faire le foot. Mais, et de développer ses personnages, contrairement à Blue Lock qui développe ses personnages pour les éliminer. Mais ça reste les deux très différents. Et la fin va voir un début de match. C'est très intéressant. J'ai vachement hâte de suivre.
Les matchs commencent à être le fun parce que je commence à reconnaître les personnages. Donc, ouais, notre main core est sur la jaquette. C'est le fun. J'ai hâte. Et j'aime voir à quel point notre personnage principal tourne la tête vite. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour finir, du côté de Kurogawa, Hippo, tombe 126. Donc, on a ici le combat de Takamura contre Goat, donc contre la chèvre. Le faucon contre la chèvre. On va voir Hippo prendre des notes. Hippo commencer à réaliser le pourquoi du comment j'ai perdu et qu'est-ce qui ferait que je serais un meilleur boxeur. Fait qu'on commence à entrevoir tranquillement pas vite une fine ligne de Hippo pour revenir sur le ring. Je sais que c'est pas encore arrivé rendu au 139e tombe, mais j'ai espoir. Et après ça, on va suivre surtout l'entraînement et voir Sendo partir au Mexique et se battre contre Ricardo. J'étais comme, what? C'est donc bien intelligent. C'était pas le meilleur tome, mais il met en place tellement de belles choses et tellement les personnages sont grandioses que l'œuvre ne peut que continuer d'être sur la coche. Donc voilà, c'était mon bilan lecture du mois de février. J'espère en lire un plus pour le mois de mars, même si je manque de temps beaucoup pour filmer et faire le reste. Parce que les fins de mois qui tombent un mardi, c'est chiant. Donc, tellement gars les fans qui vous dit, hey, abonne-toi, like, commente si t'as aimé ça. Dis-moi c'était quoi ta lecture du mois. Dis-moi c'est quoi la lecture que tu me recommanderais. S'il y a quelque chose qui te fait de l'œil, dis-moi-le. On se parle dans les commentaires. Bye!